Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web Week-end. Merci d'être avec nous. On fait le bilan sur les dossiers chauds de ces 7 derniers jours. Au programme, les Français djihadistes en Syrie, les retrouvailles Obama-Poutine, le premier distributeur de Bitcoin de Moyen-Orient, le meilleur des vidéos décalées et le top 5 des images Internet de la semaine. Restez avec nous, on commence tout de suite. Et on débute avec la dernière sortie en date de Jean-Marie Le Pen. Alors évidemment, question éternelle, on en parle, on n'en parle pas. Après tout, Jean-Marie Le Pen est un personnage secondaire de la vie politique française, mais notre magazine s'appelle Sur le Web. Donc nous parlons des infos telles que vues par le net. Et le net, il faut bien le dire, a vibré le week-end dernier autour de cette affaire. Alors tout d'abord, petit rappel des faits. Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du Front National et il continue à chercher à faire parler de lui d'une manière ou d'une autre. Sur le site du FN, il publiait jusqu'à il y a peu de temps des vidéos de journal de bord dans lesquelles il livrait ses commentaires sur l'actu du moment. Et l'actu du moment, c'était les artistes français qui avaient condamné la victoire du FN aux élections européennes. Regardez ce récit de Maël Benoliel. Compte de la semaine, Jean-Marie Le Pen. La stratégie de dédiabolisation du Front National mise à mal par Jean-Marie Le Pen en personne. Guy Bedos. Dans une vidéo postée sur le site du parti d'extrême droite français, le président d'honneur et membre fondateur du Front National est invité à réagir aux critiques du monde artistique à propos des scores de son parti aux élections européennes. Il s'en prend d'abord aux artistes Guy Bedos, Madonna ou encore Yannick Noah, avant de déraper sur le cas de Patrick Bruel. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Des propos qui ont fait réagir le chanteur français de confession juive via sa page Facebook. Je ne suis même pas triste pour moi. Les délires et les provocations de cet individu ne m'atteignent plus depuis longtemps. Il ne fait que montrer une fois de plus son vrai visage et celui du FN. Non, je suis triste pour la mémoire de plus de 6 millions de gens. Celui qui n'en est pas à son premier dérapage verbal a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des propos similaires. Et notamment sa phrase tristement célèbre sur les chambres à gaz. Que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors même que sa fille, Marine Le Pen, présidente du Front National, s'est engagée à changer l'image de son parti pour ne plus être associée à un parti raciste et antisémite, le nouveau dérapage de son père fait désordre. Une fois n'est pas coutume, la direction du parti s'est même désolidarisée des propos du chef historique du FN par l'intermédiaire de son vice-président Louis Alliot. S'il a bien utilisé le terme de fournée, c'est une mauvaise phrase de plus. C'est stupide politiquement et consternant. Une réaction qualifiée de mascarade par l'association SOS Racisme qui condamne les propos de Jean-Marie Le Pen et en profite pour fustiger l'attitude du Front National. Soit les responsables actuels du FN sont incapables de gérer leur parti alors qu'ils prétendent pouvoir gérer la France, soit, et de façon bien plus convaincante, il s'agit d'une hypocrite prise de distance face à la montée d'une polémique mettant à mal leur stratégie de dédiabolisation. Une polémique qui devrait, selon toute vraisemblance, se régler devant les tribunaux après que l'association française qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme ait décidé de porter l'affaire en justice. Voilà, je précise qu'après cette affaire, Marine Le Pen a décidé de fermer le blog de son père sur le site du Front National. On en reparlera dans le top 5 des images Internet de la semaine. Et on reparle entre-temps de l'épineuse question des djihadistes français. On en parlait depuis longtemps, du danger que pouvaient constituer les Européens qui partaient combattre en Syrie et qui ensuite revenaient dans leur pays d'origine. La menace s'est donc concrétisée avec l'attentat de Bruxelles, mais certains craignent que le pire soit encore devant nous. Regardez ces chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur français. Il y aurait 285 Français présents sur le territoire syrien, soit une hausse de 75% du nombre de Français en Syrie en quelques mois à peine. 120 candidats seraient actuellement en transit entre la France et la Syrie, 120 candidats au djihad évidemment. Une centaine de djihadistes français sont déjà revenus de Syrie et 25 djihadistes français ont été tués en Syrie. Vous en doutez, ce qui nous intéresse dans ce dossier, c'est évidemment le rôle que joue Internet. On le sait aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que se fait l'essentiel du recrutement des djihadistes français candidats au départ pour la Syrie. Écoutez ce que nous disait sur ce sujet David Thompson, auteur du livre « Les Français djihadistes » publié aux éditions Les Arènes. Comment se passe le recrutement des djihadistes sur Internet ?
D'abord, c'est une prédication djihadiste assez importante sur les réseaux sociaux, avec des pages Facebook, des comptes Facebook tenus par des combattants qui sont eux-mêmes sur le front et qui postent leur activité, leur quotidien sur Internet. Donc, c'est un effet de fascination assez important sur beaucoup de jeunes restés à l'arrière du front, en terre de mécréance, selon l'expression, que ce soit en Occident ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est simplement, le but, c'est d'inciter à rejoindre les jeunes et ça marche très bien. Alors, le ministère de l'Intérieur français souhaite couper l'accès à la propagande islamiste que vous venez de décrire sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Non, pas du tout, et j'irais même jusqu'à dire que je pense que finalement les autorités n'ont jamais vraiment eu l'intention de le faire, parce que c'est là qu'elles recueillent une grande partie de leurs renseignements et des preuves qui sont ensuite utilisées contre les jeunes au moment de leur retour, si jamais ils rentrent, des preuves qui servent pour des procès tout simplement. La justice elle-même ne le cache pas. Plusieurs fois, des juges antiterroristes français ont pu dire que quasiment 80% des preuves dans les affaires liées à des actions djihadistes sont réalisées avec des preuves qui sont obtenues sur Internet. Donc, même si ce débat revient constamment dans les médias en France, après chaque affaire, chaque opération armée menée par un djihadiste en France, on parle d'interdire ces sites, on parle de légiférer, de tenter d'empêcher cette prédication djihadiste sur Internet, mais en réalité, le gouvernement ne le souhaite pas, et de toute façon, ce serait presque impossible, puisqu'aujourd'hui, cette prédication ne se fait pas sur des sites déterminés, elle se fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Dailymotion, sur YouTube, donc c'est quasiment impossible à empêcher et à réguler. Il ne se parlait plus depuis des semaines, en cause la crise en Ukraine qui a provoqué de vives tensions entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Les deux étaient réunis le week-end dernier pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Le monde attendait de savoir s'ils allaient se parler. A priori, c'était impossible car les Américains refusaient toute rencontre avec leurs homologues russes. Vous connaissez le dicton « impossible n'est pas français ». L'Élysée a réussi à organiser la rencontre entre Vladimir Poutine et Barack Obama. Et on sent que le château en était assez fier, car quelques minutes après, le service de com de l'Élysée a tweeté une image de la rencontre, et même une vidéo Vine, c'est-à-dire une vidéo de 6 secondes à peine. Regardez. Voilà, c'est très court, c'est une vidéo Vine et ça a été tweeté par l'Élysée. C'est pas habituel de voir l'Élysée tweeter des vidéos Vine et sûrement pas une vidéo d'Obama. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ni Obama ni Poutine étaient au courant qu'ils étaient filmés. Allez, on passe au sujet tech de la semaine. Vous connaissez peut-être le phénomène du food porn, en français la pornographie alimentaire. Ce sont toutes ces personnes qui photographient leur nourriture sous leur plus bel angle pour donner envie aux autres internautes. Un restaurant de la ville du Cap en Afrique du Sud a poussé le concept à l'extrême et a fait installer dans ses locaux une station photo qui vous permet de réaliser le meilleur cliché de votre plat, puis ensuite de le partager sur Facebook et Twitter. Ça s'appelle DinerCam et ça fournit même des lumières adaptées à la nourriture. Regardez. Alors, le résultat est plutôt réussi. Regardez, on va voir quelques exemples de photos prises dans le restaurant grâce à la station DinerCam. Donc voilà, on met la nourriture dans la station, on installe le filtre de lumière que l'on souhaite et on a ce genre de résultat. Il faut avouer que ça donne franchement faim quand on le voit, mais quand je me dis que les dîners entre amis au restaurant sont déjà devenus un calvaire à cause des téléphones portables, ce genre de restaurant ne me fait pas du tout envie. Et à propos d'un autre enfer lié à la technologie, on connaît tous le problème des téléphones portables très puissants mais qui se déchargent à une vitesse qui ne finit pas de nous surprendre. Une solution existe peut-être et c'est un enfant de 15 ans qui l'a trouvé. Il s'appelle Angelo Casimiro et il a conçu un système qui permet de charger le téléphone portable tout en marchant grâce à un système électrique branché aux chaussures. C'est écologique, innovateur, excitant, mais ça ne marche pas encore très bien en réalité. Si vous jouez 2 heures au basket, donc vous courez, vous marchez beaucoup, ça ne donne que 10 minutes de batterie. Mais bon, il y a de l'idée. So what's a smart shoe? Well, a smart shoe is a shoe that establishes a wireless connection with your smartwatch, then send in the results of the number of footsteps that you've taken and your current weight. Any sensor that you can place right into your shoe that could send data.
Well, let's say you're a hiker. You like to go camping, go outdoors, and explore the wilderness. And sometimes hikers don't want to get lost. That's why they carry GPS. What if you can place a GPS chip inside your shoe so that when you get lost, you can just press a button, then people can start finding you. Or you can use it at least to send your GPS coordinates to your smartwatch, making it much easier compared to pulling your cell phone or smart device. As a bonus feature, I would like to add a charging capability that would charge USB devices. So when you're outdoors and you don't have access to electricity, you can charge your smartphone with it. Oui, alors par contre, l'idée de voir des hommes courir pour faire fonctionner des appareils électriques, ça me fait un peu penser à des hamsters qui courent dans une roue, et ça, c'est assez angoissant. Allez, si vous venez en vacances en Israël cet été, je vous conseille d'aller faire un tour aux 32 rue Yavne à Tel Aviv. C'est à l'angle du boulevard Rothschild, car c'est là qu'a été inauguré le premier distributeur Bitcoin du tout le Moyen-Orient. Oui, Israël aime bien être en avance sur son temps. Je rappelle que le Bitcoin est une monnaie virtuelle assez décriée par les autorités étatiques et qui permet des transactions entre internautes sans l'intervention d'une tierce partie. D'après le communiqué de presse de l'entreprise américaine Robocoin qui a installé la machine, le distributeur a été renforcé par plusieurs mesures de sécurité visant à éviter les fraudes et les blanchiments d'argent. Évidemment, vous vous en doutez, les responsables de Bitcoin en Israël sont très fiers de leur distributeur. Ils affirment que grâce à lui, les internautes pourront acheter et vendre des Bitcoins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans souffrir de la bureaucratie des banques israéliennes qui est assez lourde, il faut bien le dire. Il nous avait été présenté comme le clip officiel de la Gay Pride de Tel Aviv 2014. On nous annonçait une vidéo incroyable avec la sulfureuse chanteuse transsexuelle israélienne Dana International dans une synagogue pour promouvoir le couple des sujets homosexuels qui ont des enfants. Le résultat est totalement surréaliste, dénué de tout message. On en retient surtout la perruque de Dana International qui bouge dans tous les sens. Bref, un clip raté et un torrent de critiques sur Internet. Regardez. Voilà, la Gay Pride de Tel Aviv, c'était vendredi après-midi. Une avant-dernière vidéo décaler les discours féministes, c'est bien et c'est important. Cela dit, à celles qui ont envie de se prêter au jeu, réfléchissez un peu à la forme avant de le faire. Donc si je vais sauter aujourd'hui, c'est pour prouver à tous les hommes qui n'ont pas choisi de filles ou de femmes pour ce défi, que les femmes aussi ont assez de courage pour sauter dans l'eau et ont assez de cran. Voilà. Bon, quand je parle de sauter dans l'eau, c'est pas un petit orteil, hein, mesdames, hein, c'est sauter entière dans l'eau comme des hommes. Voilà, j'en profite aussi pour faire passer un message. Si je saute aujourd'hui, c'est aussi pour lutter contre les inégalités hommes-femmes qui persistent dans notre société actuelle. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à vous dire. Voilà, bref, faites attention aux formes de vos messages. Le 10 juin, le chanteur britannique Passenger était en concert à Tel Aviv. Le lendemain, il a pris sa guitare, il s'est mis dans une rue, à Nachalat Benjamin pour être précis, et il a donné un concert de rue en toute simplicité. Regardez, c'est assez émouvant. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Tel Aviv, this is fucking amazing. One more time, a bit louder. 'Cause you only need a life when you're starting low. Voilà, comme quoi on peut être une star et rester simple. Allez, on termine avec le top 5 des images internet de la semaine. Et on commence tout de suite ce top 5 avec la 5e position, une image qui a créé le scandale à Londres. On va la voir tout de suite. Ce sont des pics installés pour empêcher les SDF de prendre position devant un bâtiment de luxe. Je rappelle toutefois que des installations similaires existent à Paris.
À la 4e position, ça se passe ensuite, ce cochon d'Inde est censé pouvoir prévoir les résultats des matchs de la Coupe du Monde, c'est très sérieux. Il s'appelle Madame Shiva. Selon ses déplacements sur un dessin, il désigne quelle équipe remportera le match. Évidemment, ça rappelle Paul le Poulpe en 2010. À la 3e position, ce mois marque les 5 ans, le mois de juin 2014 donc marque les 5 ans du décès de Michael Jackson. C'est la page des fans israéliens de l'artiste sur Facebook qui rappelle cette date avec cette photo prise à Hollywood. À la seconde position, donc comment ne pas parler de la Coupe du Monde, même si on a déjà un peu parlé avec le cochon d'Inde. La Coupe du Monde s'est ouverte officiellement jeudi au Brésil. C'est parti pour un mois de compétition sportive, que le meilleur gagne. Et à la première position, enfin, je vous le disais, un tweet de Jean-Marie Le Pen. Je regrette la déclaration de la présidente du Front National. Elle accrédite la diffamation de « Je suis victime ». Visiblement, chez les Le Pen, on lave le linge sale en public. Voilà, c'était tout pour ce top 5 des images internet de la semaine. Vous avez remarqué que Laura Duhamel n'est pas là. Pour un heureux événement, rassurez-vous, elle sera là la semaine prochaine. Elle représentera le top 5. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même heure, même endroit pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous manquez déjà.